comment je fais? Je suis pas mariée, je vais acheter ou je vais me marier bientôt, comment je fais? Donc aujourd'hui, on a la chance de la voir. Vous pourrez poser toutes vos questions. Là, en bas, sur votre écran à droite, vous avez une jauge avec des questions. Vous pouvez poser vos questions Oui. là. Et puis voilà. C'est parti, Mélissa, à toi. Bonjour Je te à laisse. tous. Ben oui, 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 bonjour à tous. Je suis Mélissa Linel, je suis diplômée notaire. J'exerce à Paris dans le 6e arrondissement, dans un service spécialisé en droit international privé. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mes collègues de travail que je vois un petit peu défiler. Donc voilà, je ne suis pas encore notaire, donc le maître Linel ne s'applique pas. En revanche, je suis bientôt nommée par le garde des Sceaux. Donc très bientôt, vous pourrez m'appeler maître Linel, même si je préfère Mélissa. Aujourd'hui, on va parler de acheter à deux. Donc comment, pourquoi, quand, quoi choisir. Donc on va distinguer l'union libre, le PACS, le mariage, qui est un peu la solution qui permet un petit peu de se sécuriser soi et son conjoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça on va y répondre au fil de l'eau. Et puis du coup avec ici on va discuter tranquillement de ce grand projet qui est d'acheter à deux. Surtout aujourd'hui, en cette journée de la Saint-Valentin, je crois que les projets se font sentir. Donc c'est aussi l'occasion de poser vos questions si vous avez voilà des interrogations, des doutes et des choses qui vous inquiètent. Voilà. Parfait. C'est parti. On t'écoute. Alors la première chose, on s'est dit qu'on allait vous présenter les 10 clés. 10 clés, pourquoi? Parce qu'au moins vous allez très vite retenir, vous allez très vite savoir sur quel côté de la balance vous êtes et puis comment faire pour trouver des solutions qui sont durables. L'idée en réalité, c'est que vous achetez à deux, donc vous avez envie de vous protéger, de protéger votre partenaire. Donc première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est sous quel régime j'achète. Est-ce qu'on achète en indivision? Est-ce qu'on se paxe? Si on se paxe, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'on se marie avant? Est-ce qu'on fait on crée une société? Voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser avant même d'entamer un projet. Bien évidemment, votre notaire pourra vous accompagner au fil de l'eau et bien évidemment, vous signez une promesse, on pourra trouver une solution pour un petit peu sécuriser le contrat, sécuriser l'achat. Donc ça, c'est la toute première étape. Bien évidemment, côté Kissy, ça va être est-ce que vous avez les fonds? Est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Oui, Mais tout à ça, fait. j'en parle pas. Kissy, c'est à toi de les rassurer sur ce point-là. Oui, donc quand vous avez prévu d'acheter à deux, la première chose à faire, c'est toujours de vérifier que vous êtes en Oui, capacité d'acheter à deux. très Déjà, vous faites important. vérifier votre budget. Ensuite, vous allez vous rendre, une fois qu'on a calculé votre budget chez un notaire, et vous allez poser les questions par rapport à votre projet de vie sur le long terme pour que le notaire définisse avec vous est-ce que c'est pertinent ou pas de faire un contrat de mariage et quel contrat de mariage. Si vous ne voulez pas vous marier, comment vous pouvez acheter à deux pour que le jour où ça ne se passe pas bien, chacun puisse partir tranquillement. Donc, C'est ça, voilà. exactement, c'est exactement ça. Bon, très souvent, on a des personnes qui, c'est leur premier achat, ils ne sont pas forcément prêts pour se paxer, ils n'ont du coup pas du tout songé à se marier. On est sur la première acquisition de personnes relativement jeunes qui, du coup, se disent, ouais, mais du coup, on achète en indivision, alors comment ça va se passer? Et puis surtout, voilà, moi, je sais que j'ai beaucoup d'argent de côté, mes parents vont me faire une donation. Mais l'autre partenaire, bah, pas vraiment. Il vient de commencer un nouveau travail. Ça, ce sont des questions à définir avant. Bien sûr, lors de l'avant-contrat, on ne définit absolument pas les quotités acquisitives. Tout ça va se faire à l'acte de vente définitif. Donc, vous avez quand même 3-4 mois pour réfléchir. Ok, donc on n'arrive pas avec son gros dossier, moi j'ai ça, toi t'as ça. On se laisse le temps de définir tranquillement qui a quoi. La première chose, si on est en indivision, c'est-à-dire une union libre, on est en concubinage, on est simplement en couple. Pensez peut-être à une convention d'indivision, parce que il s'avère que c'est toujours pratique, très peu utilisé, mais toujours pratique. En réalité, l'indivision, c'est une situation précaire, donc on le déconseille toujours. On invite toujours. Ça veut dire que quand tu dis c'est une situation précaire, ça veut dire deux personnes qui ne sont pas mariées, qui se En lèvent, fait, qui deux vont acheter personnes sans rien qui faire. veulent acheter à deux, en réalité, bien sûr que c'est faisable. Dès lors que tout va bien, qu'on s'entend bien, qu'il n'y a pas de sujet quelconque,
Tout est possible et tout est envisageable. En réalité, les choses se gâtent quand on est en situation de séparation et qu'on a un partenaire qui dit hep, 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 j'ai donné beaucoup plus que toi et c'est pas ce qu'on a mis dans le contrat, je veux récupérer mon argent. Et là, les choses commencent à se corser parce qu'évidemment, on n'y a pas pensé. En général, quand on achète, on est dans une belle optique. Par conséquent, le notaire est là pour rappeler tout ce qui peut ne pas aller dans l'avenir. Concrètement, une convention d'indivision, ça peut être une très belle idée. Au moins, on définit en réalité les effets de l'indivision, qui achète quoi, à proportion de combien, et en cas de partage, comment on procède. Première étape, s'il y a un bien immeuble, donc le fameux bien que vous envisagez d'acheter, il faudra publier l'acte au service de la publicité foncière. Autre solution encore, vous avez la création d'une société. Et oui, ça c'est une autre solution, mais attention, on déconseille société civile immobilière quand c'est une résidence secondaire et qu'on envisage en plus de ça de la mettre en location meublée. Je rappelle que la location meublée, c'est une activité commerciale. Donc attention, impôt sur les sociétés, jackpot. Ok, donc ça, faites très attention, mais ce sont deux solutions qui sont tout à fait envisageables lorsqu'on est en indivision, qu'on n'a pas vraiment envie de se soumettre à un régime patrimonial matrimonial. C'est une première étape. J'évite le sujet de la tontine parce que la tontine, c'était un petit peu, tout le monde était hyper content. La tontine, c'est quoi? C'est en fait, on achète en indivision et on se dit, eh bien, le survivant, il aura le jackpot, il sera propriétaire de l'ensemble du bien. Sauf que au niveau fiscal, c'est une très mauvaise idée. Donc, je n'en parle pas, on met ça de côté. Ok. Donc, première étape, on veut acheter, on n'est pas marié, on n'a pas envie de se marier, on peut faire une convention d'indivision. Exactement, une création de société. Je rappelle toujours que c'est possible d'acheter à deux, de pas faire de convention d'indivision, de pas créer de société. Là encore, il faut définir ses quotités acquisitives, à savoir, eh bien moi, je peux apporter 60% parce que je peux avoir un emprunt pour telle ou telle raison et parce que j'ai un peu d'apport personnel. Moi, j'apporte 40%. C'est tout à fait envisageable. Là, on parle vraiment de solutions pour que vous soyez serein lors d'une acquisition et que vous sachiez que si jamais, ça commence à sentir mauvais dans votre couple, voici les solutions qui peuvent permettre d'éviter des situations de blocage. D'accord, ok, parfait. Si vous avez des questions, en bas à droite de votre écran, vous avez une jauge avec une question. Vous pouvez poser vos questions là. Comme ça, on y répondra tout à l'heure. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions comme ça, on y répond. Et peut-être que d'autres personnes n'osent pas poser les questions. Donc comme ça aide un peu tout le monde. Ok, d'accord. Ok. Ouais, autre chose. Alors du coup là, on a défini les quotités acquisitives, tout va bien. Dernier point, quand on est en union libre, et d'ailleurs, peu importe le régime sous lequel on décide d'acquérir, je sais que souvent, quand on est amoureux, on a envie de payer aussi pour l'autre. Parce que l'amour rend un peu aveugle des fois, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. Je vous rappelle que nous, on est chargé d'indiquer vos déclarations, c'est-à-dire je finance à hauteur de temps et mon partenaire finance à hauteur de temps. On se rend très bien compte des virements que vous nous faites. Parfois, vous êtes très malin et du coup, vous virez sur le compte de monsieur ou de madame. Comme ça, on voit bien que c'est distingué. Quelqu'un a payé 60, l'autre 40. Mais restez honnête avec vous-même parce que si jamais vous vous séparez, encore une fois, vous ne pourrez pas toujours récupérer une créance sur votre ancien partenaire pour la simple et bonne raison qu'on peut le requalifier en donation indirecte. La donation indirecte, c'est quoi? C'est une donation qui consiste à donner de l'argent. On ne l'établit pas dans un contrat défini comme une donation. Il y a une réelle intention libérale et par conséquent, si jamais vous êtes amené à aller devant un juge, il pourra considérer pas de créance et de droit de mutation à titre gratuit. Et du coup, si vous êtes en union libre, on est sur 60%. Et ça fait très mal. Ça fait très mal sur le montant qu'on a reçu. Donc, on évite de faire ça. On envoie l'argent à son notaire par virement classique et on indique à son notaire, si jamais on a besoin d'aide, nous, on vous fait un petit tableau, d'ailleurs un tableau qui sera dans l'acte et qui reflète apport personnel, j'ai apporté tant, au titre du prêt, je vais rembourser tant, et du coup, on fait une balance et on vous fait vos quotités acquisitives en pourcentage. Donc, attention à ça. Tu veux dire que si je veux verser de l'argent au notaire pour acheter mon bien, au lieu de donner à mon conjoint en disant verse.
Très souvent, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, c'est-à-dire que ils disent bah on achète à deux, 50-50. En réalité, il y en a un qui apporte beaucoup plus parce qu'en réalité, il verse l'argent sur le compte de son partenaire. Du coup, bah, ce partenaire verse l'argent sur le compte du notaire, ni vu ni connu. Sauf que en cas de séparation, il sera très difficile, ah je vois qu'il y a une petite question, on y arrive, il sera très difficile de dire, eh ben moi je veux que tu me reverses le montant que je t'ai transmis. Bien sûr, la preuve est tout à fait possible, la preuve par tout moyen en plus, donc ça c'est une très bonne chose. Mais si jamais ça va beaucoup plus loin parce que les choses prennent des proportions énormes, on part sur un juge qui pourra requalifier ce versement en donation indirecte. Donc attention à ça. Et là, je vois, attendez. Kevin Nayara, si on veut acheter à deux, est-ce que c'est mieux que chacun prenne le crédit pour sa part ou en prenne deux différents? Ben, ça va dépendre de vos capacités. En réalité, ça va dépendre de vos capacités d'emprunt, tout simplement. Si jamais vous achetez à deux en indivision, que l'un travaille mais pas l'autre, c'est toujours mieux d'avoir un seul emprunt sur la tête de celui qui travaille. Si jamais chacun prend un emprunt, à savoir est-ce que la banque ne va pas demander le gage de l'autre? Parce que du coup, je vous rappelle, quand on emprunte, la banque, bien évidemment, elle essaye de se couvrir au maximum, encore plus aujourd'hui. Donc, elle demande toujours le gage de créancier. Le gage de créancier, c'est quoi? C'est je vais demander à récupérer l'intégralité du bien et non pas uniquement la quote-part de l'emprunteur. Et donc, faire intervenir votre conjoint qui achète également, votre partenaire qui achète également. Donc, très souvent, les banques, elles se préservent. Donc là, encore une fois, bien vérifier, est-ce que vous avez un emploi stable, est-ce que vous êtes en CDI, est-ce que vous commencez, pour éviter de faire une erreur et qu'en cas d'impayé, ce soit sur la tête des deux partenaires. D'accord. Lionel, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire? Parce que Lionel, il est marchand de biens, je ne sais pas s'il est célibataire ou pas, mais bon. Je précise ce que tu veux dire parce qu'on n'a pas compris ce que tu veux dire. Il va préciser, continuons. On continue, on va voir de quoi il parle. Voilà, alors, donc, ne pas succomber au financement de la part de l'autre. Restez prudent en réalité, parce qu'encore une fois, là, on ne parle que quid de si jamais les choses s'enveniment, si jamais on est dans une situation de blocage. La fameuse caution solidaire, exactement, c'est bien ça. La fameuse, oui. Très bien. Alors attendez, j'ai pas vu. Pour virer l'argent sur le compte de sa femme. Célibataire endurci, je pense qu'il n'a pas encore rencontré de vraies femmes, qui fait que du coup, il n'a pas trop le choix de verser. C'est un autre sujet. On y va. Alors, quand on est partenaire pacsé, maintenant qu'on a un petit peu évoqué tout ce qui est union libre, encore une fois, tout va dépendre de votre situation personnelle, de votre situation professionnelle, de votre situation financière. Donc, ce qu'on vous dit, c'est des aides, mais ça va être au cas par cas, selon ce que vous voulez faire à court, moyen terme, long terme. D'accord? Si vous êtes pacsé et qu'elle achète 50-50 alors que tu payes... Lionel, il continue. Je crois qu'il règle aussi des comptes. Alors, si vous êtes acheté en étant partenaire pacsé, c'est très bien, c'est une très belle première étape. Maintenant, vérifiez quand est-ce que vous avez fait votre contrat de pacte civil de solidarité. Pourquoi? Parce que avant 2007, le régime qui était le régime légal, c'était l'indivision. Donc, il y avait une présomption d'indivision. Si vous évitez de définir, hein, ça surtout, transmettez votre contrat à votre notaire parce que très souvent, on a le oui, non, mais c'est une séparation. Ensuite, on découvre que c'est de l'indivision. C'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, désormais, nouveau régime légal, donc depuis 2007, on est sur la séparation de biens. La séparation de biens, c'est quoi? C'est un peu comme l'indivision parce qu'en réalité, on va définir les quotités acquisitives selon les réels versements de chaque partenaire. En revanche, l'indivision, et très souvent, ça c'était les anciennes versions, ou sinon certaines personnes définissent l'indivision en pensant bien faire, on a cette présomption qui s'applique. Attention, parce que c'est 50-50, si jamais vous n'indiquez rien dans votre acte d'achat, et par conséquent, eh bien, vous ne pourrez pas réclamer une créance entre partenaires parce qu'on aura considéré que vous avez chacun acheté 50-50. Et encore une fois, on insiste pour définir ces quotités acquisitives
et ne pas succomber à l'envie d'aider son partenaire dans ce premier achat. C'est pas du tout grave d'acheter 90-10, 99-1%. C'est pas grave. Ça n'a, voilà, c'est un premier achat ou c'est un énième achat, peu importe. Ça ne changera absolument rien à votre futur. Dans des opérations, je vois que les frais de notaire dépassent les 8% du coût de bien. Est-ce normal et pourquoi? Alors, on est souvent sur 7 à 8%. Et c'est souvent quand on est dans l'achat ancien. Je rappelle que les frais de notaire, injustement appelés, ce n'est pas uniquement la rémunération du notaire. La rémunération du notaire est beaucoup plus faible. En réalité, ce que vous payez, parce que nous, on est un peu des collecteurs d'impôts, c'est surtout des droits qui sont dus à l'État. Et oui, quand on achète, on doit non seulement payer le prix, mais en plus, on doit payer à l'État le fait qu'on veut être propriétaire d'un bien. Donc 7 à 8%, c'est normal, c'est le schéma classique. Quand on achète dans du neuf, on est plutôt du 2 à 3% parce que le coût est réduit. Donc oui, c'est normal et malheureusement, vous verrez quand vous aurez un envoi par votre notaire d'un tableau un petit peu prévisionnel de ce que vous payez, vous avez la répartition entre les émoluments du notaire, des bourgs, les taxes, ce qui est dû à l'État en réalité. Et tout ça, en fait, est très bien calculé, mais c'est vrai que on en paye beaucoup, 7 à 8%, je rappelle. D'accord. Alors, Lily, Lina, 22. Il y a des gens qui me disent qu'on n'a pas répondu à vos questions. C'est normal Oui. parce qu'on attend qu'elle déplie d'abord les 10 points. Après, vous posez vos questions dans la jauge en bas de votre écran et on va répondre à toutes vos questions. Il faut que vous les posiez dans la jauge à questions. Est-ce qu'il est possible d'acheter un bien alors qu'on est en instance de divorce? Bien évidemment, bien évidemment. Alors attention aux régimes pour lesquels on est actuellement soumis. Quand on est en séparation de biens, il n'y a pas de vrai sujet parce que du coup les revenus sont des revenus personnels. En revanche, quand on est soumis à une communauté, attention, attention, parce que l'instance de divorce, ce n'est pas le divorce. C'est simplement que c'est en cours. Donc, si jamais vous avez le malheur d'être sous un régime de communauté, mais en instance de divorce, je vous rappelle que les revenus, c'est du commun. Ce sont des biens communs. Et par conséquent, si vous achetez, l'autre partenaire aussi achète et pourra vous demander d'avoir 50% ou une énième quotité le jour de la fameuse décision. Donc attention à ça, attention à votre régime. Très souvent, on conseille soit de faire, si vous êtes en bon terme, de faire intervenir votre futur ex-conjoint, soit tout simplement, si vous faites un emploi ou un réemploi, je rappelle c'est quoi l'emploi? C'est quand on a des fonds issus d'une donation, issus d'une succession, ce sont des fonds propres, de l'indiquer dans votre acte parce que du coup, de fait, on constate bien que ce sont des revenus, des fonds qui vous sont personnels et par conséquent, le bien sera personnel. Donc attention à ça. Les frais de notaire, c'est 10% dans l'ancien et 3%. Ils sont en train de demander pourquoi je souris pas. Je souris pas parce que c'est un sujet sérieux. Je suis concentrée. Après, vous allez revenir me poser les mêmes questions. Profitez-en, écoutez. Hein, soyez. Moi, je ne pas parce que j'écoute. Hein, écoutez aussi. Hein. 10% dans l'ancien. Alors, DJE, Para, 10 saveurs. Les frais de notaire, 10%. Bah vraiment, on est vraiment plutôt sur du 7-8. Et l'ancien, ouais, 2-3%. Je suis d'accord. Mais sur le premier point, on est plutôt sur du 7-8. Je confirme mes dires. Alors, et que l'on vit en concubinage, là, ça se fera avec le concubin. Précis, s'il te plaît, la question. Mais si ta question c'est si j'achète en concubinage, donc couple non marié, non pacsé, tu n'as aucune obligation d'acheter avec ton concubin, encore heureux. Tu peux acheter seul, ce sera avec tes biens personnels, il y a pas de sujet. Là, il y a quelqu'un qui dit, mon futur ex-conjoint veut racheter mes parts et il me propose d'être sa locataire. Est-ce que c'est une bonne idée? Mon futur ex-conjoint me propose de racheter les parts et d'être locataire. C'est pas forcément une très bonne idée. C'est pas forcément une très bonne idée, mais ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez vous maintenir dans le bien? Est-ce que vous avez la possibilité de racheter ces parts? Ça va être une indivision matrimoniale. Donc, par conséquent, on sera sur un droit de partage à 2,5%. Donc, est-ce que pour vous, ça vaut le coup de payer cette somme?
pour du coup être totalement libéré, mais ensuite de lui repayer un loyer pour être locataire, je ne crois pas que ce soit la bonne solution dans votre hypothèse, parce que vous allez payer à double tranchant, ça n'a pas d'intérêt. D'accord. On va continuer. Vous posez vos questions dans la jauge pour qu'on puisse répondre à la fin. Parce qu'il y en a plein qui disent que eux, ils ont posé dans la jauge et les autres, ils posent pendant le live. Donc, tout le monde est égalité, bas la terre. Mettez la question dans la jauge et on va Coucou répondre. Nawel. Alors, Continue. partenariat taxé, on parlait de ça. On est en train de dire attention à bien regarder votre régime. Est-ce que c'est l'indivision? Est-ce que c'est la séparation de biens? Je rappelle, ce qui est très très important, il y a deux choses à mesurer. D'une part, l'incidence des dettes, parce que du coup, quand on est partenariat pacsé, souvent on emprunte. Vérifiez bien que du coup, vous n'êtes pas trop engagé par les dettes de votre partenaire, surtout si vous achetez tous les deux, parce que comme le disait à juste titre, je ne sais plus qui, et pardon, très souvent, la banque se préserve d'une situation d'impayé, de blocage, et va demander une caution solidaire sur la tête de l'autre partenaire. Je rappelle, pour rassurer, parce que je pense que cette question va être posée, si jamais votre partenaire emprunte en masse, désormais, ce n'est plus assimilé à une charge du ménage, et par conséquent, on ne pourra pas vous imposer de payer à sa place s'il décide de ne plus rien payer. Donc, il y a les charges classiques pour maintenir le foyer hors de l'eau, et il y a les charges abusives quand on fait des emprunts à tire-larigot. Voilà. Donc attention, si cette question était envisagée, je vous rassure sur ce point. Dernière chose très importante quand on est en partenariat pacsé, et je sais que ça va en décevoir plus d'un, nous n'avons pas de vocation successorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas un héritier réservataire. Et que par conséquent, il faut toujours assimiler son contrat de pacs à un testament. Je me précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est pacsé, si l'un décède, on n'hérite pas forcément. Exactement. Exactement. Okay. Et la situation est encore pire lorsqu'on a acheté à deux. On était sous un contrat de pacs, des plus classiques, une séparation de biens. Donc chacun a des quotités précises. L'un décède malheureusement, et bien l'autre va être en indivision avec les ayants droit du défunt. Les ayants droit, ça va être soit ses enfants, s'il avait déjà des enfants, soit les parents, soit les frères et sœurs, soit les deux. C'est pas forcément une situation dont on a envie quand on décide d'acheter à deux. C'est un projet de vie très souvent, et par conséquent, c'est toujours un peu délicat de se dire j'ai acheté avec mon partenaire, mais en plus de ça, maintenant, je vais devoir racheter les parts de mon partenaire pour pouvoir être plein propriétaire de l'appartement ou de la maison. Mais moi, il y a beaucoup de clients qui pensent pas, quand ils sont pacsés, qu'il faut que derrière faire un testament. Il faut toujours faire un testament, et dans ce testament, vous indiquez que en fait, vous faites un leg à votre partenaire, à savoir, il récupère votre quote-part sur l'appartement situé à tel endroit, sur la maison située à tel endroit. Ça, c'est très important. Le partenaire pacsé n'a pas de vocation successorale. OK? OK. Alors, tu veux répondre aux questions ou continuer à répondre aux questions à la fin? Parce qu'il y a 10 questions. Alors, j'avance un petit peu. Je crois qu'on a fait le tour. Après, la situation la plus simple, j'ai envie de vous dire, ça va être le mariage. J'ai vu qu'une personne avait posé une question en disant mince, j'ai pas suivi le début, est-ce qu'on a parlé du mariage? Je t'invite du coup à poser ta question maintenant, comme ça je vais y répondre. La situation de mariage, en réalité, du coup, on sécurise, hein, on sécurise sa situation personnelle, on sécurise son futur achat de biens immobiliers. Et là, il va falloir définir quel contrat de mariage. Est-ce qu'on en fait un? Je vous rappelle, hein, le régime légal, si on ne fait pas de contrat de mariage, c'est la communauté réduite aux acquêts. Donc, ça veut dire que vous restez plein propriétaire de tous vos anciens revenus, c'est-à-dire avant votre mariage. Toutes les donations qui ont été faites avant le mariage, ça vous reste personnel. Si vous avez vous recevez un peu d'argent par succession, pareil, ça vous reste personnel. En revanche, les revenus deviennent communs. Et donc, je rappelle, et c'est en ce sens qu'en instance de divorce, soyez très prudents. En instance de divorce, si vous achetez avec des revenus communs, de fait, ça tombe en communauté.
Et c'est vraiment dommage parce que si vous êtes dans une situation de cassure, l'idée c'est pas de renflouer le poste patrimoine de la communauté. Au contraire, c'est de se constituer un patrimoine personnel. Ok? Mais la plupart Donc, des gens aujourd'hui ne pensent pas à faire de contrat de mariage parce qu'ils se disent oui, que c'est pas pour eux, parce qu'ils ont un peu peur du regard de l'autre. Donc, je ils sais. achètent toujours Je sais, ça reste majoritairement toujours en communauté. dans notre société, ça reste un sujet assez tabou. Parfois, on a l'impression que c'est parce que l'autre ne fait pas confiance. En réalité, un contrat de mariage, c'est à la fois pour se protéger personnellement, mais aussi pour protéger son conjoint. Ça n'a absolument rien à voir avec l'amour qu'il vous porte, est-ce qu'il a envie de tout partager, etc. C'est vraiment pour se protéger mutuellement. Le régime de la séparation de biens, c'est pas une question de je te fais pas assez confiance pour mettre tout en communauté, c'est d'être prudent pour l'avenir, tout simplement. D'accord. Donc oui, je sais que c'est vrai que de nos jours, voilà, quand on dit oui, je veux faire un contrat de mariage, tout de suite, on sent un petit peu une interrogation. Mais ce n'est pas du tout dérangeant et ça se fait de plus en plus. Et nous, on le conseille de plus en plus. Vous avez le contrat de mariage parce que on veut faire une séparation, schéma classique. Voilà, ça veut dire que j'ai mes revenus propres, personnels. On peut mettre des choses en communauté, on peut faire une société d'acquêt, c'est possible. On peut très bien dire, eh ben on fait un régime séparation de biens, mais par contre avec une société d'acquêt ou avec voilà une mise en communauté de la résidence principale. C'est tout à fait envisageable. Vous pouvez très bien vous dire, bah non, au contraire, voilà, ça fait très longtemps que je connais mon partenaire, j'ai envie de tout mettre en communauté. Et là, on part sur une communauté universelle. Communauté universelle, ça veut dire quoi? C'est tout est commun. Le passé, le présent, le futur, on met tout en communauté. On n'a qu'un Ça veut dire seul. que moi, je vais envoyer l'argent à mes parents en Afrique, il a son mot à dire. Non, je Exactement. Exactement, parce que c'est revenu commun. ah, Il ok, pourra dire non, je suis pas d'accord. ok, Donc oui, ça c'est possible. Et en général, la communauté universelle, on la réserve pour des personnes, voilà, qui sont déjà établies depuis très longtemps, qui ont un certain âge, voilà, autour de 50 ans, 60 ans. On a déjà des enfants. On a envie de tout mettre en communauté parce que ça y est, on a vécu le plus dur, le plus dur des débuts dans la vie à deux. Donc ça, c'est souvent cette solution qui est choisie, avec parfois pour aller encore plus loin, avec une clause d'attribution intégrale dans ce fameux contrat de mariage. C'est quoi la clause d'attribution intégrale? Ça veut dire que quand je décède, je souhaite que mon conjoint récupère absolument tout. Ça veut dire d'accord. que si vous avez des enfants, les enfants devront attendre le décès du deuxième parent pour avoir du coup être héritier réservataire et récupérer un tiers, un demi ou plus de la succession. Ça peut Voilà. être bien pour moi, à mon avis, dans les familles recomposées, où les enfants ne sont pas trop intéressés, on va dire, par l'autre conjoint. Et du coup, Et ça permet de protéger l'autre conjoint au cas où on décède. exactement. Exactement. Ça, c'est vrai que aussi, parfois, c'est solutionné quand on a des enfants avec qui on est dans des situations très conflictuelles, quand on est dans un système de remariage et où le beau-père ou la belle-mère, voilà, n'est pas apprécié. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution, mais je rappelle que lorsqu'on fait ce type de contrat, on notifie aux enfants parce que, évidemment, il faut leur préciser que vous ne serez pas tout de suite héritier. Il faudra attendre le décès de l'autre parent. Donc, on leur notifie, ils ont la possibilité de s'opposer. Voilà, ils ont D'accord. la possibilité de s'opposer. Donc, attention, il y a quand même, voilà, c'est pas, on décide de mettre les enfants de côté. De toute façon, les enfants ce sont des descendants des héritiers réservataires. Donc, il n'est pas possible en France de les exhéréder, de leur dire, bah non, vous n'aurez absolument rien. Ça, c'est pas D'accord. possible. OK? D'accord. Ok. À quoi on peut penser d'autre? Eh bien, vous pouvez tout à fait faire une communauté, mais conventionnelle, c'est-à-dire que vous allez un peu plus loin dans le régime légal. C'est tout à fait possible. Donc ça, ce sont les trois principaux régimes. La séparation, communauté universelle, qui est la plus, voilà, très communauté. Et vous avez la communauté légale ou conventionnelle, donc à aménager. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Donc, régime de communauté tout basique, pas Ouais. bon.
Non, c'est bien parce qu'en réalité, si jamais on vous fait une donation, si jamais vous recevez de l'argent ou un bien par succession, vous pouvez employer, réemployer les fonds. Il faut l'indiquer dans votre acte d'acquisition et ça restera des biens personnels. Donc c'est tout à fait bien. Vous mettez en communauté vos revenus actuels, donc c'est une très bonne idée. Certaines personnes ont aussi envie de partager ça, donc c'est tout à fait envisageable. En revanche, si vous souhaitez être sur un régime où vraiment ce que je fais de mon côté, surtout les professionnels, les entrepreneurs, toutes ces personnes-là, on conseille toujours de faire une séparation pour la simple et bonne raison que si vous vous mettez en communauté et que votre affaire n'est pas pérenne, vous allez engager les revenus, vous allez engager les biens de votre partenaire. C'est pas l'idée. L'idée, c'est aussi d'avoir un petit socle de survie si on est en temps de crise, qu'on perd son emploi, etc. Donc pour les entrepreneurs, pour les professions libérales, on conseille toujours une séparation de biens. D'accord, ok. OK? Ok. Donc là, on va prendre les questions. Il y en a 14. C'est parti. Alors, Prendre un crédit immobilier à 50 ans, est-ce que c'est difficile? Ah ben ça, c'est pour moi. ça c'est pour Non, toi. prendre un crédit immobilier à 50 ans, c'est pas difficile parce que les assurances assurent pour certains jusqu'à 85 ou 95 ans. Donc, c'est pas difficile de prendre un crédit immobilier à 50 ans. Alors, Bon, bonjour, mon ami a prévu d'acheter un bien immobilier, mais nous ne sommes pas mariés. Du moins, pas encore. Quelle solution vous nous conseillez? bah, en réalité, ça rejoint un petit peu notre discussion, notre live d'aujourd'hui. Pas marié, est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce que vous envisagez le Pacs? Si jamais c'est quelque chose voilà qui n'est pas certaines personnes ne veulent pas du tout se paxer, se marier pour des raisons de principe tout simplement. Et bien du coup moi je vous conseille de partir sur indivision. Si c'est votre résidence principale, pourquoi pas faire une société. Je rappelle hein, on peut très bien faire un achat en démembrement de propriété. C'est quoi? L'un est à l'usufruit, 50%, 50% de la nue propriété, et l'autre, ah pareil, 50% de l'usufruit. Je rappelle, l'usufruit, c'est quoi? C'est qu'on peut user du bien, on peut également récupérer les loyers. La nue propriété, c'est quoi? On dispose du bien, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en vente. Mais on est obligé de demander à l'usufruitier son accord et les deux doivent intervenir à l'acte. Donc ça, c'est aussi une possibilité quand on est en indivision d'acheter en démembrement de propriété. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que si l'un d'entre vous décède, je ne vous le souhaite pas du tout, mais si voilà l'un d'entre vous décède, l'usufruit s'éteint par décès. Par conséquent, celui qui a 50% de l'usufruit, 50% de la nue propriété, il est plein propriétaire, il n'a pas payé de droit de succession, il n'a pas payé 60% de droits parce que je vous rappelle, quand on a une succession avec des tierces personnes, on est sur 60% de droits. Donc, c'est une solution. Autre solution, la société civile immobilière, si c'est pour votre résidence principale, vous vous soumettez au régime fiscal de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, voilà, ce sera basé sur la durée de détention de votre bien. Si c'est une résidence principale, par conséquent, bah, même si vous revendez dans 2 ans, pas de plus-value, c'est une autre solution. Donc, si jamais vous n'envisagez ni Pacs ni mariage, vous avez des options. Mais encore une fois, le plus sain pour vous, ça va être un contrat de Pacs et un testament. Et si jamais vous voulez vous marier, bah, c'est encore mieux. Ok. Sinon, ils viennent voir le notaire qui, du coup, Bien va sûr, donner. bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un peu la dernière clé en réalité. Ok. Chaque situation personnelle va engendrer des propositions différentes. On a des personnes qui sont des professionnels libérales qui, du coup, voilà, ils ont une situation personnelle, patrimoniale un peu complexe. Et donc, on va orienter nos propos pour ce qui est le plus intéressant pour eux, ce qui est le plus protecteur pour leur partenaire, en fonction des souhaits de chacun. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à contacter son notaire pour lui demander des précisions, pour lui demander, j'aimerais faire ça, mais est-ce que c'est une bonne option? Et nous, on est là pour vous accompagner de l'obtention de votre offre à le champagne parce que vous êtes propriétaire. Voilà. Ok, nickel. Alors, une autre question. Bonsoir, Kissi. Dans les 7 à 8%, quelle est la part du notaire en pourcentage? Donc, j'ai fait un live dessus où j'ai donné un exemple. Sinon, si vous allez sur le site des notaires, donc Les notaires. notaire.fr, juste en bas, vous descendez, il y a calcul. Quand vous mettez vos calculs, le prix du bien, le département que vous achetez,
il y a un tableau qui sort et là, vous avez la part du notaire en pourcentage. Et je rappelle, la part du notaire, c'est l'émolument, ce qui est appelé émolument et ce qui est appelé débours. OK, parfait. Bonjour, si on est marié sous le régime de la séparation de biens, on souhaite acheter au moment de la séparation, comment va se passer le divorce? C'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qui est marié sous le régime de la séparation et qui divorce et qui veut acheter. Comment ça se passe? Bah, il n'y a pas de sujet parce qu'en réalité, si vous êtes sous un régime de séparation, vos revenus sont personnels. Donc, vous allez pouvoir acheter, voilà. Après, bien vérifier que il n'y a pas eu de sujet entre vous, c'est-à-dire que là, vous êtes bien sous un régime de séparation. Il y a aucun sujet. Il y a aucun sujet. Vous achetez un bien, ce sera un bien personnel puisque du coup vos revenus sont personnels. Si vous contractez un emprunt, eh bien l'emprunt ce sera uniquement sur vous en tant qu'emprunteur. Vous précisez bien que vous êtes en instance de divorce et c'est tout. Le divorce, votre ex-conjoint ne pourra pas demander une part sur votre bien. Bien sûr que non. OK. Alors, une autre question. Ça, c'est pour moi. Bonjour, peut-on acheter un bien quand on est apprenti? Ouais. Si vous êtes apprenti, vous ne pouvez pas acheter un bien parce que vous n'êtes pas encore en contrat à durée indéterminée. Ouais. Donc, il faut que vous soyez en contrat à durée indéterminée pour que la banque puisse vous prêter. Je développe ma question. Est-ce qu'on peut acheter un bien en sachant que l'un d'entre nous est apprenti? Ah, d'accord. Ah. Si c'est l'un d'entre vous qui est apprenti, mais que le projet peut tenir sur un, ben Ouais. c'est possible quand même emprunter à deux, à condition que le taux d'endettement passe sur le revenu de l'un d'entre vous. Après, Et je rappelle, hein, avant de vous positionner sur un bien, faites des simulations avec un courtier, avec un banquier, faites des simulations parce que du coup, votre dossier sera beaucoup plus fluide. Souvent, on ne pense pas à ça, on se dit que ça va passer, qu'il n'y aura pas de sujet, qu'on a un très bon conseiller bancaire et on signe une promesse et on se rend compte en fait que ben voilà, que ça fonctionne pas. Donc faites très attention, même s'il y a une condition suspensive d'obtention de prêt, on évite d'être déçu en milieu de course, c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à, avant de vous positionner, faire des simulations, avoir des accords de principe éventuellement. Je rappelle, un accord de principe, ce n'est pas une offre de prêt, ça n'a pas la même valeur juridique. Donc attention, et ça aide toujours à faire avancer votre dossier. OK. Alors, quel est le régime le plus avantageux? C'est pour toi. Ah, quel est le régime le plus avantageux? Il n'y en a pas vraiment parce que ça va dépendre de chaque personne, de chaque couple. Quelle est la profession? Quel est votre patrimoine? Est-ce que vous payez de l'impôt sur la fortune immobilière? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Le régime le plus avantageux en réalité, ça va être celui où vous vous sentez protégé et où, si vous le souhaitez, vous sentez que votre conjoint, compagnon, partenaire est tout autant protégé. Donc évidemment, on va plus se tourner sur un régime matrimonial qu'un régime patrimonial, mais encore une fois, tout va dépendre de votre situation personnelle, professionnelle et financière. OK. Donc, pour ça, il faut aller voir un notaire qui va vous dire précisément quel est ce qui est adapté pour vous. Exactement, exactement. Okay. Alors, donc là, quel est le régime le plus avantageux sans mariage? Bon, ça répond à la question que tu disais. C'est le régime avantageux sans le mariage, un contrat de Pacs sous le régime légal, séparation de biens avec un testament. OK. Le plus simple, le plus efficace. Pas marié, contrat de Pacs plus testament. Exactement. Le plus efficace et le plus simple. OK. Est-ce que c'est vrai que la banque demande un bilan de santé lorsqu'on veut contracter un prêt immobilier? Oui, la banque demande un bilan, la banque demande un bilan de santé quand on veut contracter un prêt immobilier en fonction du montant qu'on demande. Exactement. Plus le montant va être élevé, donc là, on va être sur du 600 000 pour certaines banques, du 1 million sur d'autres banques. Là, elle va demander un bilan de santé parce que son risque est beaucoup plus important. Après, pour certains montants, 200, 300 000, pas nécessairement. C'est pas nécessaire. Ça dépend du montant et chaque banque n'a pas la même ligne que tout le monde. Certains, c'est 400, d'autres, c'est 500, d'autres, c'est à partir d'1 million. Ça dépend de la banque. Mais effectivement, il y a des bilans de santé en fonction du montant qui est emprunté quand il est très important. Est-ce que les banques poussent à acheter à deux pour mieux octroyer un crédit? Non, les banques ne poussent à rien du tout. Hein. Elle, ce qu'elle cherche à savoir, c'est si vous pouvez rembourser ou pas. C'est ça. Que vous achetiez à deux ou pas, elle, c'est pas sa préoccupation. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que vous pouvez lui rembourser son crédit tous les mois ou pas, c'est tout.
Prochaine question. Comment savoir si un beau vaut le coup, Comment savoir si un bien vaut le coup ou bien si c'est une arnaque? En réalité, en tant que notaire, on n'a pas les clés. Nous, ce qu'on va faire, c'est que malheureusement, on arrive quand vous avez déjà visité, quand vous avez déjà eu un coup de cœur, etc., et que vous êtes ravi d'aller dans la prochaine étape qui est l'avant-contrat. Nous, on va se charger d'éplucher un peu le dossier. De regarder le type de propriété, de regarder les diagnostics, de regarder si la copropriété, si c'est un immeuble en copropriété, est en situation d'impayé, de mettre le point sur voilà, il y a un ravalement de façade, il y a eu voilà un abattement de mur porteur, ou vous avez fait une construction sur une maison qui n'a pas été déclarée. En fait, on est là pour ça. Mais le souci, c'est que comme on n'arrive pas en début de course, on va s'en rendre compte quand vous aurez votre coup de cœur. Donc on va vous le dire, bah, voilà, il y a ça, ça, ça sur le bien. Voilà ce qu'on a réussi à obtenir. Apparemment, le vendeur n'a pas ces documents-là. Voici les risques. Voici ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà les solutions. Mais vous restez décisionnaire. Donc, en réalité, vous avez, s'il y a une agence, elle va un petit peu vous orienter. Ensuite, nous, on va approfondir l'étude du dossier. On va vous alerter sur voilà les choses qu'on trouve inquiétantes, étranges, qui nécessitent de faire des déclarations dans l'acte, mais vous restez seul décisionnaire. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Le notaire ne pourra pas vous affirmer si oui ou non l'achat d'un bien est une arnaque. Parce qu'en fait, nous, on est impartial. On n'est pas censé vous indiquer l'opportunité d'un achat. En revanche, on est là pour vous tenir au courant, vous informer, vous poser sur la table tous les problèmes. Et c'est à vous de choisir. Alors, prochaine question. C'est à toi, je te laisse lire alors, je ne savais pas que tu les voyais. On peut acheter en concubinage et permettre au concubin de tout récupérer en cas de décès. C'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée. Vous achetez en concubinage, donc vous achetez en couple, hein, je rappelle, le concubinage, c'est une union libre, vous êtes en couple. Vous pouvez permettre à votre concubin de tout récupérer. Oui, certes, mais ça va dépendre si vous avez des héritiers réservataires. Je rappelle, hein, je rappelle, en couple, en union libre, on est assimilé juridiquement à deux étrangers. C'est 60% de droits en cas de décès. Et quand on a uniquement un bien immobilier, 60% de droits, c'est beaucoup. Donc, c'est pas du tout une solution. Moi, je vous conseillerais, si vous n'avez pas envie de vous paxer démembrement de propriété, société civile, pareil, hein, ça va être sur les parts. Vous pouvez faire aussi un démembrement de propriété sur les parts sociales, c'est possible. Si vous pouvez vous paxer, contrat de pax, testament. Si vous faites un testament, alors même que vous êtes totalement en union libre, on rejoint le pax, parce que du coup, un partenaire n'a pas de vocation successorale, et du coup, c'est 60% de droit. N'oubliez pas ça. Là, c'est vraiment pas une bonne idée. Pour vous, bah oui, il n'y a pas de sujet. En revanche, pour votre partenaire survivant, très mauvaise idée, surtout si vous n'avez pas beaucoup de patrimoine. En fait, quand tu dis 60% de droit, tu veux dire qu'à ouais. la succession, ça veut dire quand on va régler la succession, oui. Il faudra verser aux impôts, c'est ça, tout bêtement. Il faudra verser aux impôts 60% sur l'actif net successoral. Donc l'actif net successoral, ça va être le passif, l'actif. Donc actif, c'est quoi? Ça va être vos revenus, ce qui reste sur vos comptes bancaires au jour du décès. Ça va être le montant de vos biens immobiliers ou de votre bien immobilier. Si jamais ça se passe pour un concubin, le concubin, bah, du coup, c'est un étranger à la succession. Il n'a pas de vocation successorale. Si vous lui faites un legs, ben oui, il aura tous vos biens, mais il devra payer 60% de droits. Et il faut les avoir. En pensant l'avantager, en fait, on lui met une bombe. C'est ça. Bah oui, exactement, exactement. C'est vraiment parce que lui, il va se dire, bah, c'est super. Du coup, j'aurai ton patrimoine et ça me rassure et je vais pouvoir avancer. Oui, mais pour avoir ce patrimoine-là, il faut en fait en débourser 60%. Waouh. Je suis pas sûre qu'il ait les fonds. Ok, d'accord. Eh ben, alors. Peut-on avoir un petit résumé de comment fonctionne une vente notariale? Bien sûr, on fait des brochures. Je rappelle, hein, je travaille à l'étude Morel d'Arleux dans le 6e arrondissement de Paris. On va vous envoyer, je vais t'envoyer ça ici après le live,
une petite synthèse très très courte avec les 10 clés, mes coordonnées. On peut vous envoyer ça, une petite brochure pour voilà à quoi il faut penser quand on achète ou à quoi il faut penser quand on vend. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous souhaitez me faire un mail. Voilà, il n'y a aucun sujet. Vous pourrez m'interroger si vous avez encore des questions qui subsistent. OK. Thank you. C'est pour toi. Peut-on acheter en indivision puis plus tard créer une SCI pour racheter le bien à la société? Oui, c'est envisageable. En revanche, moi, je vous conseille de vérifier plusieurs choses. Vous achetez en indivision, c'est super. Créer une société pour en fait réintégrer le bien et puis du coup faire le diviser en parts sociales, c'est génial. Mais attention à votre patrimoine, à la fiscalité. Ça, c'est 2 points importants. Si je ne connais pas votre patrimoine, si je ne sais pas quel type de société vous souhaitez faire, donc plutôt j'entends par là le régime fiscal, je peux difficilement répondre à votre question. Mais si vous m'apportez un peu plus de précision, aucun souci. C'est envisageable, mais attention aux conséquences fiscales. D'accord. Peut-on transférer la propriété d'un bien acheté seul à l'occasion d'un mariage, d'un PACS, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, à l'occasion d'un PACS, c'est déconseillé parce que le PACS, c'est un peu une situation intermédiaire. À l'occasion d'un mariage, oui, souvent, il y a beaucoup d'époux qui font ça, c'est-à-dire qu'ils apportent des biens à leur communauté ou ils l'apportent en fait à leur régime actuel pour permettre à leur conjoint d'en avoir une portion. C'est tout à fait possible. Évidemment, il faudra le publier si ça change un petit peu la donne au service de la publicité foncière, ça a un coût, mais c'est tout à fait envisageable. Je le déconseille pour le contrat de Pacte. Le contrat de Pacte, c'est quelque chose qui reste léger. Donc, par conséquent, vous vous mettez un peu des bâtons dans les roues inutilement. Donc, le contrat de Pacte, c'est la première étape avant le mariage. Si vous vous mariez, vous l'apportez, vous le réintégrez, aucun sujet. Mais dans un contrat de Pacte, bon, bah, ça n'a pas grand intérêt, même si je sais que certaines personnes souhaitent le faire parce qu'elles ne croient pas au mariage et considèrent que le mariage, c'est purement contractuel et non institutionnel. Ça, c'est chacun considère le mariage comme il le souhaite. Mais c'est pas la solution que je vous préconise. OK. Ça va être pour toi, je pense. Comment sa capacité d'emprunt est-elle calculée si c'est le concubin qui prend en charge le loyer et que l'on achète seul? Comment sa capacité d'emprunt est-elle calculée si c'est le concubin qui prend en charge le loyer? Ça doit être certainement dans le cadre d'un investissement locatif. Je pense. Si votre fonds est sur le contrat de bail, en même temps que votre conjoint, même si vous faites une opération locative, on considérera la totalité du loyer comme étant votre charge. On ne va pas diviser en deux. Donc, je sais qu'il y a certains gens qui vous disent on divise en deux, mais non, on va prendre la totalité du loyer comme étant votre charge à partir du moment où il y a votre nom dessus et à partir du moment où vous achetez votre bien locatif. En revanche, quand vous achetez un bien en tant que résidence principale, là, c'est différent. On ne prendra pas en compte le loyer que vous avez puisqu'on sait que vous partez. C'est pourquoi. Si je suis propriétaire avant le mariage et qu'il n'y a pas eu de séparation de biens, quels sont les risques? Eh bien, si vous êtes propriétaire avant le mariage, il n'y a pas de sujet parce que si vous ne faites pas une communauté universelle, je suis certaine que vous ne ferez pas ça, vous restez propriétaire en propre sur votre bien. Donc, il y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Le risque va se créer si vous êtes dans un état d'esprit de bah oui, je vais faire un contrat de communauté universelle. Je pense que le notaire vous le déconseillera si vous n'êtes pas un âge avancé avec un patrimoine aguerri, voilà, etc. Et vous dira bah non, partez plutôt sur une communauté conventionnelle ou sur une séparation de biens. Mais là, si vous achetez avant le mariage, aucun sujet. Le bien reste propre. Pas de souci. Ah, ça, on avait déjà répondu. Il y a cette question. Ça, c'est pour... quoique, si je comprends bien le crédit, on vire les mensualités au notaire et non à la banque? Sûrement pas. Sûrement pas. En fait, je pense que la confusion vient de ce que tu avais dit au niveau de l'apport. Donc, en fait, c'est l'apport. C'est-à-dire que quand vous allez faire l'apport, chacun va virer l'apport au notaire de son côté, de son propre compte.
En revanche, le crédit tous les mois, il sera payé à la banque, prélevé directement par la banque. Exactement. Si vous avez un apport, si vous avez 10 000 et monsieur il a 15 000, chacun vire de son propre compte vers le notaire. Il ne faut pas virer Exactement. le compte de monsieur pour lui dire de virer ensuite à la banque. Parce que du coup, en cas de séparation, ce serait comme si vous avez fait un don à monsieur. Donc, quand on va devoir faire la répartition des parts, les 10 000 euros que vous lui avez donnés vont passer à la trappe. C'est ça, hein? C'est ça. En réalité, encore une fois, et je le rappelle, dès lors que vous vous entendez avec votre compagnon et que vous vous séparez et que c'est toujours la bonne entente et que chacun a conscience de ce qu'il a pu faire lors de l'acquisition, il n'y a aucun sujet. Si vous versez 25 000 alors qu'en fait vous n'avez absolument rien versé du tout et qu'en fait c'est juste que votre partenaire a viré les sous sur votre compte, vous avez fait une déclaration qui n'est pas la réalité des versements au notaire, eh bien, vous ferez vos comptes entre vous. Moi, je vous parle du cas où ça va en contentieux, où ça va plus loin, parce que les parties ont chacune des raisons différentes de s'opposer à une certaine situation. Là, il faut savoir que si vous faites des versements à votre compagnon, à votre compagne, eh bien, et que vous dites au notaire, bah non, on a fait du 50-50, votre notaire va indiquer ça parce que lui, en fait, en sa comptabilité, il va constater du 50-50. Vous n'allez pas nier que ce n'était pas c'était du 50-50. Et par conséquent, il sera difficile devant un juge de dire, ah oui, mais moi, je veux récupérer cet argent-là parce que c'est un trop versé, c'est mon argent, j'ai la preuve écrite. Ouais, c'est super, mais ça peut être requalifié. Ça peut être requalifié en donation indirecte, intention libérale, et par conséquent, impossibilité de récupérer la valeur. Ok. Non, ça, on a répondu à cette question. Ouais. Bonjour, mon Bonjour. compagnon. Ça, c'est pour toi. Bonjour, mon compagnon et moi ne sommes pas mariés et non, nous avons ensemble 3 enfants. J'ai un enfant avec lui. Vous nous conseillez quel type Ah bon, de contrat? ah bon. Elle a un Ah enfant oui, avant nous. avant lui, pardon. Vous nous conseillez quel type de contrat? Eh bien, si vous souhaitez vous marier, encore une fois, ça c'est propre à vous, mais si vous avez envie de sauter ce pas, vous pouvez très bien vous marier, vous pouvez très bien faire une séparation de biens. Je rappelle hein, que si vous vous mariez, vous êtes conjoint survivant en cas de décès, mais attention, il y a 3 enfants en tout, vous avez un enfant avant lui. Par conséquent, le conjoint survivant ne pourra opter et n'aura qu'un quart en pleine propriété. Je vous rappelle, hein, quand on a des enfants en commun dans le cadre d'une succession, c'est l'option qui est possible, soit un quart en pleine propriété du patrimoine net du défunt, ou la totalité en usufruit. Je rappelle, l'usufruit, on peut user et on peut récupérer les loyers, les revenus des biens. Voilà. Ça veut dire qu'on peut habiter dans le bien si c'est l'argent. Exactement. Et je rappelle en plus de ça, hein, quand on est conjoint survivant, on a la possibilité de se maintenir dans la résidence principale pendant 1 an, même si on n'a pas acheté à deux, même si voilà, on a le droit de se maintenir dans la résidence principale. Pareil, quand on est pacsé, on a le droit de se maintenir dans la résidence principale, mais ce n'est pas d'ordre public. Ça veut dire que votre partenaire peut très bien, par un testament, dire qu'il ne veut absolument pas que vous vous mainteniez pendant 1 an. Et ça, c'est plus dans le cas où on n'est plus vraiment ensemble. Ok. Ok? Ok. Donc là, on a répondu. On a une dernière question. Est-ce que c'est vrai que les banques demandent le bilan de santé lors d'un achat à partir de 45 ans? Donc, Tu as déjà répondu. c'est pas l'âge qui nécessite le bilan de santé, c'est le montant qu'on C'est le emprunte, montant. c'est la réponse qu'on a fait aux questions. Quel que soit l'âge, si à une des questions, en général, il y en a 10 ou 15, si vous répondez oui à une question, là, elle peut demander un bilan de santé pour approfondir ce que vous avez dit. Mais sinon, elle ne demande pas de bilan de santé par rapport à l'âge. C'est pas pour ça. C'est soit le montant, soit parce que vous avez répondu oui à une question médicale et que du coup, elle veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir s'engager en connaissance de cause. C'est pour ça. Ça, on avait répondu à ça. Est-ce qu'on peut emprunter avec une personne en CDI, l'autre en alternance? Oui, si les revenus de la personne en CDI suffisent à couvrir les frais, et oui. Bonjour, je viens de rejoindre le live. J'aurais une question. Comment peut-on faire pour négocier
Ah, j'ai pas le Après, reste. ah. Quels sont les avantages et les inconvénients d'acheter un bien frais acte en main? Et cela engendre-t-il des frais de notaire supplémentaires? L'achat acte en main, c'est quoi? Ça veut dire que le promoteur prend à ses frais les frais de notaire, tout simplement. L'achat acte en main se fait surtout quand on achète dans du neuf. Ça n'existe pas quand on est dans de l'ancien. Bah, Quels sont les justement, avantages? ça tombe à pic que tu me dis ça parce que de plus en plus de gens me demandent si on peut faire de l'acte en main dans l'ancien. Et ils disent que ça se fait. Un faux ou un tox. Un tox. Le frais D'accord. acte en main, ça nécessite qu'alors, à moins qu'on soit sur, et dans ces cas-là, oui, non, c'est pas de l'ancien, à moins qu'on soit sur un marchand de biens qui du coup revend et il le fait en acte en main, mais par conséquent, il a complètement rénové le bien, donc il est assimilé à du neuf ou quasi neuf. L'acte en main dans de l'ancien, non. Ça ne peut pas exister pour la simple et bonne raison que le promoteur, en fait, il avance des frais. Quand il fait des frais d'acte en main, ça veut dire que vous ne payez pas les frais de notaire, que le promoteur les prend à sa charge et lui, ça lui permet d'avoir voilà une plus-value préférentielle. Et vous, quand vous allez revendre, si jamais c'est pas votre résidence principale et que ça génère que ça génère une plus-value, ça pourra être pris en considération. Ça, c'est une note du Crédon, c'est assez récent, donc aucun souci. Le frais d'acte en main, en réalité, bah oui, c'est avantageux parce que c'est votre promoteur qui paye les frais, donc on va jamais dire le contraire. Les inconvénients, bon, bah, en fait, il y en a pas vraiment. En réalité, l'inconvénient plutôt de l'achat neuf, je pense que c'est plutôt ça où on peut évoquer des inconvénients. L'achat neuf, bah, c'est quoi? C'est qu'on achète sur plan, donc par conséquent, si on n'arrive pas à se projeter, c'est un peu difficile. L'achat dans le neuf, ça va être quoi aussi? Ça va être du coup les délais qui vont être un peu plus longs. Donc si vous avez besoin d'habiter dans un lieu à un instant T, il faut pas vraiment compter sur l'achat neuf parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le bien sera vraiment livré. Bien sûr, on va vous dire à peu près, mais bon, on sait toujours que les promoteurs ont du retard et surtout avec la pandémie, il y en a eu du retard. Non, ça ne générera pas des frais de notaire supplémentaires. Les frais d'acte en main, c'est simplement le promoteur qui prend à sa charge les frais de notaire. Donc en fait, vous allez simplement payer le prix et c'est tout Ah, ça, simplement. je reviens un peu sur ce que tu as dit tout à Oui. l'heure. Si tu achètes un bien ancien, donc avec des travaux, comme tu Mhm. vas rénover le bien et le rendre, entre guillemets, Alors, neuf, donc là, attention, tu vas attention, parce que attention, quand on dit rénover, on n'est pas sur de la reconstruction. La OK. rénovation, ça va être, voilà, ça va être des choses assez importantes, rénovation électrique, rénovation plomberie, mais la reconstruction, là, c'est assimilé à du neuf. Quand on a un marchand de biens, très souvent, il fait de la reconstruction, de l'agrandissement, OK. donc on est sur des gros travaux qui peuvent être D'accord. assimilés à du nouveau. Mais c'est pour ça que je dis, les frais d'acte en main dans de l'ancien, c'est très rare. C'est très OK. très rare et d'ailleurs j'en ai jamais rencontré et je pense même que mes collègues n'en ont pas rencontré parce qu'en fait on est sur un marchand de biens qui reprend une maison ou un immeuble qui est complètement en lambeaux et qui le refait et c'est assimilé à du neuf. D'accord. Donc en réalité on reste sur du neuf. OK. Ça, tu Peut-on as fait un... transférer, ouais, peut-on transférer la propriété d'un bien acheté seul au moment du Pacs ou mariage? Ouais, Alors on oui, a déjà répondu. ouais, Ouais, tu on as y a déjà déjà répondu. répondu à cette question. Ouais, tu as répondu. Je pense que ça, c'est... Ben, c'est tout. Ah, il y a une question là. Bonjour, les personnes étant déjà mariées sous le régime de la communauté peuvent-ils faire un contrat? Bien sûr, bien sûr. Le contrat de mariage peut se faire avant le mariage ou pendant. Donc, vous pouvez tout à fait changer de régime matrimonial dès que vous sentez que c'est nécessaire pour votre patrimoine et pour vous et votre conjoint. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait changer de régime matrimonial, peu importe le régime dont il s'agit. OK. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'on peut réellement acheter sans apport aujourd'hui? Oui, vous pouvez m'envoyer Oui. les questions en DM et je vous dirai, DM en privé, et je vous dirai quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir acheter sans apport aujourd'hui. Oui, Voilà, voilà. je me permets d'ailleurs de rajouter à cette question que de nos jours, avec les taux qui sont quand même très bas, c'est
toujours mieux de contracter un emprunt, surtout lorsqu'on a très peu d'apport personnel. J'ai envie de vous dire, de nos jours, il vaut mieux avoir des liquidités encore, plutôt que de verser toutes les liquidités qui vont aller dans des frais de notaire, mais en fait, on a 80% qui vont à l'État. C'est jamais une bonne idée. Donc, dès lors que vous pouvez emprunter, faites-le parce que les taux sont très bas et que bah voilà, on n'est plus en 2008 où les taux étaient à 4%. On est sur du 1,20, 1,30 en région parisienne. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est tout à fait envisageable et vous, ça va vous rassurer de savoir que vous avez encore des liquidités en cas de difficulté. Ok, formidable. Donc, Mélissa, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi, merci à tous. Il faut que tu m'envoies une question que tu vas poser.